Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Fernando Henrique Cardoso. Je vais m'efforcer en une quarantaine de minutes de revenir sur la révolution politique, le terme est un peu excessif, mais sur l'étonnant phénomène de recomposition politique que la France a connu il y a maintenant un an, puisque le président Macron a été élu le 7 mai dernier. Je vais tenter d'abord de vous décrire, de vous donner quelques éléments purement d'information, parce que tout le monde n'est pas au courant des rapports de force électoraux en France, mais surtout, en effet, comme disait Monsieur le Président, de tenter d'interpréter ce chamboulement politique phénoménal que la France a connu et continue à connaître un an après. Et puis, dans un deuxième temps, après avoir essayé de donner un peu de sens à cet événement politique, je tenterai de faire un premier bilan, un an après, puisqu'en un an, le chamboulement électoral a continué par un chamboulement politique, social, puisque jamais, au fond, depuis de très nombreuses années, jamais la France n'avait connu autant de réformes dans autant de secteurs en un an. Tous les secteurs sont touchés, les réformes fiscales, les réformes sociales, les réformes politiques, les réformes juridiques, les réformes universitaires qui mettent quelques étudiants dans la rue, etc. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par regarder, en effet, ces élections qui, il y a un an, ont débouché sur un mouvement, un moment de profonde recomposition politique. Alors, pour savoir ce dont on parle, vous avez là des statistiques électorales. Vous m'excuserez du côté un peu aride de cette présentation. Vous avez ici en bas, à gauche, les résultats du premier tour et à droite, les résultats du second tour. Il y avait 10 candidats et tout de suite, en regardant ces résultats, on est surpris par le fait que ce premier tour de l'élection de 2017 est totalement original par rapport à toutes les élections présidentielles précédentes que nous avons connues sous la Ve République. Cette élection était la 10e élection présidentielle sous la Ve République et elle ne ressemble que très peu aux 9 élections précédentes, puisque arrivent en tête deux candidats qui n'appartiennent pas aux forces politiques traditionnelles qui, à gauche et à droite, avaient organisé le jeu politique depuis les débuts de la Ve République. À savoir, à gauche, le Parti socialiste et à droite, le parti néoconservateur qui aujourd'hui s'appelle Les Républicains. Nous avons deux candidats donc, qui n'appartiennent plus à cet univers bipolaire qui était l'essentiel de la Ve République. La Ve République, bien sûr, ce sont des institutions présidentielles qui ont bouleversé la tradition parlementaire française, mais surtout, la Ve République, c'est l'apparition d'une bipolarisation politique entre une gauche unie et une droite unie. Là, cette droite unie se désintègre, la gauche unie se désintègre. Et les grands appareils qui organisaient les deux camps, le Parti socialiste et le Parti de droite, eh bien, sont battus. Et pour le Parti de gauche, le Parti socialiste, c'est un parti presque en voie de disparition. Ce qui est étonnant, le parti de François Mitterrand, le parti de François Hollande, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, fait 6%. Et comme vient de le dire, avec beaucoup de lucidité, son nouveau dirigeant, que très peu de Français connaissent, M. Olivier Faure, nous sommes à 6 points de zéro. J'ai beaucoup aimé ce discours de vérité. Voilà, nous sommes à 6 points de zéro. Donc, voilà où en est l'état du Parti socialiste. Vous voyez le score, en effet, de Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, 6,4. Donc, deux candidats qui arrivent complètement, au fond, qui n'appartiennent plus à l'univers de la gauche et de la droite. Puisque Emmanuel Macron revendique son appartenance aux deux camps, il dit je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je suis et de gauche
et de droite. Et Marine Le Pen dit « mais moi je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, bien sûr, ça c'est assez évident. Je suis ni de gauche ni de droite, je suis française. » Voilà, hein, c'est le fameux clivage que son père d'ailleurs déjà avait mis en avant dans les années 90, c'est-à-dire la nécessité de sortir du clivage gauche-droite pour faire vivre ou tenter de faire vivre aujourd'hui dans nos systèmes politiques le clivage qui pour eux leur semble fondamental, qui est le clivage entre ce qu'ils appellent les patriotes et les mondialistes. Clivage qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est un clivage qui, dans beaucoup de systèmes politiques aujourd'hui, est un clivage qui joue tout son rôle et qui a des débouchés politiques en ce moment en Europe, dans beaucoup de partis nationalistes et populistes qui aujourd'hui sont aux portes du pouvoir. Donc il ne faut pas négliger ce clivage entre ce qu'ils appellent les patriotes et les mondialistes. Donc au second tour, nous avons un second tour, en effet, tout à fait étonnant. Jamais nous avions eu un second tour dans lequel ni la gauche ni la droite n'étaient présentes. Et qui aurait imaginé ça il y a encore 1 an et demi? Personne. Alors je ne dis pas ça parce que je suis au Brésil et qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'élection présidentielle brésilienne du mois d'octobre, mais voilà, les Brésiliens aussi doivent faire preuve d'imagination politique, comme les Français, il y a 1 an maintenant, ont fait preuve d'imagination politique. Tout est possible. Tout est possible. Alors qu'à peu près personne ne considérait, il y a 1 an et demi, que c'était possible. C'est ça qui est intéressant. Et quand Emmanuel Macron se lance, tout le monde regarde ça avec énormément de scepticisme, en se disant c'est un jeune homme sympathique, mais il n'ira pas loin. Le jeune homme sympathique est allé à 66,10% des suffrages exprimés. C'est-à-dire, il a rassemblé presque 21 millions d'électeurs. Alors, ces 2 nouveaux rôles ont bouleversé complètement la scène politique. Et quand vous regardez le troisième, M. Fillon, qui était candidat de la droite, qui était le favori de cette élection présidentielle, mais qui a été, là encore, peut-être un parallèle avec la situation brésilienne, la justice s'est invitée dans le débat politique et a mis fin à la carrière politique de François Fillon, même si, et c'est intéressant, François Fillon, touché par une affaire judiciaire au cœur de la campagne électorale, a tout de même rassemblé 20% des voix. Ce qui montre la force, de la droite dans la société française. Et qui explique peut-être aujourd'hui le fait que le nouveau président de la République, qui est et de droite et de gauche, fasse beaucoup de réformes dont la presse dit que ce sont avant tout des réformes de droite. Mais parce que Emmanuel Macron, il sait à qui il a affaire. Il sait le pays auquel il a affaire. Il sait bien que une droite, même touchée par des affaires judiciaires, a failli s'inviter au second tour. Et puis le quatrième personnage important de l'affaire, c'est Jean-Luc Mélenchon, représentant de la gauche, ancien étudiant trotskiste, devenu sénateur socialiste, et puis ensuite fondateur du parti de gauche qui est associé à ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, du Parti communiste français aujourd'hui. Et qui aujourd'hui tente, à partir des 19% de voix qu'il a fait, d'être le débouché politique de la protestation sociale. Pour l'instant, c'est largement un échec, mais on reviendra là-dessus. Alors cette élection, je voudrais en 5 ou 6 points, puis on y reviendra dans le débat, essayer de saisir son exceptionnalité. Le fait qu'en effet, il y a de temps en temps, vous savez, la science politique dit, il y a des élections sans surprise, et puis de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des élections de reclassement, où tout d'un coup, le corps électoral décide de changer profondément les rapports de force.
beaucoup d'élections sous la Ve République étaient des élections routinières. Et puis de temps en temps, tout change. 2017 et au début de la Ve République, par exemple, 1958. Là aussi, un homme qui ne représentait plus grand-chose, le général de Gaulle, est revenu au pouvoir dans des circonstances particulières et a changé complètement les équilibres électoraux. Alors, essayons de saisir les conditions propices à ces reclassements électoraux de première ampleur. D'abord, c'est une élection, on n'y a pas fait attention en France, mais c'est une élection qui s'est déroulée dans un contexte tout à fait exceptionnel, qui est le contexte de l'état d'urgence. État d'urgence mis en place à la suite des terribles attentats terroristes que la France a connus. Cet état d'urgence a eu un impact, on le voit très bien, sur les enjeux des élections, c'est-à-dire ce que les électeurs avaient en tête en allant voter. Vous savez ce que nos collègues anglo-saxons appellent le issue voting, le vote sur enjeu. Et on voit très bien dans les enquêtes que j'ai faites à Sciences Po tout au long de la campagne électorale, nous avons fait 15 enquêtes sur un échantillon que l'on a suivi pendant 1 an et demi de 25 000 personnes. Vous voyez, 25 000, d'habitude, quand on sonde 1 000 personnes. Là, on en a pris 25 000 qu'on a suivis et qu'on continue à suivre. On les a interrogés la semaine dernière pour savoir ce qu'ils pensaient d'1 an d'Emmanuel Macron. Je vous montrerai quelques slides tout à l'heure. Si vous voulez, on a vu très bien qu'au-delà des enjeux classiques de toute élection, le chômage, la protection sociale, le pouvoir d'achat, ça, je veux dire, c'est classique, depuis 20 ans, 30 ans, etc. Il y a eu 2 enjeux qui sont apparus au premier plan, bien sûr le terrorisme et l'immigration. Et les liens que nombre de Français font entre les deux, puisque l'essentiel des terroristes étaient des Français issus de l'immigration. Donc, tout cela a changé, si vous voulez, un peu la perception que les Français ont eue de cette élection, et cela contribue à éclairer la performance électorale de Mme Le Pen, puisqu'on sait que le Front National est un parti qui est un parti avant tout articulé autour de 2 questions, la sécurité, l'immigration, et les liens entre les deux. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. Le deuxième élément, c'est une élection incroyablement paradoxale. Paradoxale d'ailleurs comme le sont les Français, et certainement les Brésiliens aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que depuis des années, les électeurs français sont dans une tension. D'un côté, 3e parallèle avec le Brésil, les Français se sont mis à détester leur classe politique, les institutions partisanes et même certaines institutions élues. Ça n'est plus du scepticisme, ça n'est plus du rejet, ça devient de la haine de la politique. Et ça ne cesse de monter depuis des années. Et en 2016, ça n'avait jamais été aussi haut. J'ai regardé il y a 2 jours une enquête au Brésil. Au Brésil, la défiance, le rejet du système atteint des niveaux vertigineux, avec, comme en France, une demande maintenant d'autorité qui peut poser des problèmes à la stabilité du régime démocratique. Il y a une demande réelle, populaire, de dire, ben voilà, puisque la démocratie nous déplaît, pourquoi pas tenter autre chose. En France aussi, il ne faut pas dire tout ça, oui, Brésil, parce qu'il y a les dictatures militaires. Non, en France aussi. Alors, et en même temps, le président Macron aimerait beaucoup m'entendre, en même temps qu'il y a cette défiance politique, la France est un pays qui a la tripe politique. L'intérêt pour le spectacle politique, et en particulier pour le spectacle présidentiel, est irrépressible.
Vous savez, quand on s'ennuie dans un déjeuner ou dans un dîner à Paris, le seul moyen de mettre un peu d'animation, c'est de dire on va parler de politique. Hein, voilà. Et là, tout d'un coup, les gens les plus amorphes, les plus avachis, retrouvent une énergie. Voilà. Et on passe un assez bon moment. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y avait ces deux éléments ensemble. Comment les Français allaient-ils résoudre ce paradoxe, cet apparent paradoxe? Il y avait trois solutions. Ils ont donné trois réponses. Pour certains, sortir du système, l'exit. Hein, on sort du système. On s'abstient ou on vote blanc et nul. Et dans cette élection, l'abstention a été plus élevée que la moyenne et le vote blanc et nul plus élevé que la moyenne. Ça veut dire quelque chose, parce que l'abstention, ça n'est pas une abstention d'indifférence. Hein. Attention, c'est une abstention politique, qui a un sens politique. Ça a été la première possibilité. La deuxième possibilité, c'était je reste dans le système, mais je vais utiliser ma voix pour dire pas oui à quelque chose, pour dire non. Et il y avait deux candidats de protestation négative. À gauche, Mélenchon, il fait 20%. À droite, Marine Le Pen, elle fait plus de 21%. C'est-à-dire que 41% des Français ont choisi des candidats du rejet, de la protestation. Hein? Et puis, il y avait... Alors, on avait beaucoup réfléchi à l'exit ou au protest. On avait beaucoup réfléchi à ça. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était l'innovation. C'est-à-dire que les Français se disent, bah, le moment est venu pour imaginer autre chose, pour innover politiquement. Et c'est ce qu'avait compris, plus tôt que d'autres, Emmanuel Macron. Le moment était venu d'un homme ou d'une femme, en l'occurrence d'un homme, qui soit porteur d'une innovation radicale. La création d'un espace central, casser le système bipolaire, casser le système des partis, et être l'homme qui offre politiquement une innovation à une demande électorale qui, depuis 20 ans, cherchait l'homme capable de répondre à leur demande. Et Macron se dit, le moment est venu. Alors, c'est vrai qu'il faut un certain courage, une certaine témérité, pourrait-on dire. Il faut oser. Il a osé. Alors au début, comme toujours, les hommes qui osent, tout le monde ricane. On était là, le petit Macron, là, voilà, bien sympathique, etc. Il ira pas loin, il n'a pas de parti, il n'est pas élu, voilà, il n'ira pas loin. Personne, véritablement, sauf lui-même, y croyait. Alors c'est important de croire en soi-même. Hein, c'est très important en général. Et donc, Emmanuel Macron va arriver à cristalliser, vous voyez, cette volonté d'innovation politique. Troisième trait, ce que l'on appelle de plus en plus le dégagisme. C'est-à-dire que dans les mois qui ont précédé l'élection, soufflait un vent étrange, pour moi pas étrange parce que je regardais ça depuis longtemps, qui était un vent de dégagisme. Vous savez qu'il y a eu plusieurs élections primaires pour choisir les candidats avant l'élection présidentielle. Et quel que soit le camp, tous les chefs ont été virés. Tous, sans exception. C'est-à-dire les électeurs prenaient surtout ceux qui n'étaient pas chefs. Ça a commencé, personne ne s'en est rendu compte. Chez les Verts, oui, bon, les Verts bien sympathiques, les écologistes, très gentils, etc. Enfin, gentils, je ne sais pas d'ailleurs. Enfin, bon. Mais enfin, dans ce milieu écologiste, se présentait la patronne des Verts, Madame Cécile Duflot. Elle n'est même pas au second tour. Et les écologistes vont choisir deux inconnus. D'ailleurs, il y en a un qui est tellement, celui qui sera choisi, il est tellement inconnu qu'au bout d'un moment, il n'ira pas jusqu'au bout de la candidature et il se ralliera au candidat socialiste. Bien. Ensuite, la primaire de la droite. Très forte participation. Le peuple de droite, en particulier en province, se mobilise. La France qui se tait.
va parler dans les urnes. Et là, elle parle. Il y a l'ancien président de la République, qui est le président du parti qui est candidat, Nicolas Sarkozy. Il n'est même pas au deuxième tour. Même pas au deuxième tour. Troisième moment du dégagisme, l'autodégagisme. François Hollande, le 1er décembre, décide de ne pas y aller. Vous vous rendez compte? C'est la première fois que ça arrive sous la Ve République. Un président sortant qui ne se représente pas. Quand on ne se représente pas, c'est qu'on est mort. Voilà. Hein? Bon. Le président Pompidou, en effet, n'a pas eu l'occasion de se représenter, mais voilà. Bon. François Hollande, le premier, dit, voilà, je n'ai pas les moyens d'y aller. Je n'ai pas les moyens d'y aller, je me retire. S'organise dans des conditions un peu trop rapides une primaire de la gauche. Il n'y a qu'un seul homme qui reste un premier rôle, c'est l'ancien Premier ministre, Manuel Valls. Manuel Valls est écrasé au second tour par un quasi-inconnu. Enfin, il était connu dans le petit monde socialiste, M. Benoît Hamon. Mais dans l'opinion publique, M. Benoît Hamon n'était pas un premier rôle de la famille socialiste. Donc, vous voyez, le dégagisme était à l'œuvre, quelle que soit la famille, quoi. Sortez les sortants, on n'en veut plus, quoi. Sortez les professionnels, virez-les tous. Hein, virez-les tous. Mais ce qui se passe partout en Europe. J'étais il y a quelque temps en Italie, à Gênes, et je suis tombé par hasard dans un meeting du mouvement Cinque Stelle. Et il y avait un leader de Cinque Stelle, c'était extraordinaire. Il y avait 8000 personnes sur la place à Gênes, et leur principale préoccupation, tout le monde avait enlevé sa chaussure, levait la chaussure et criait en italien « dégagez, dégagez, dégagez ». Voilà. C'était le thème central du meeting. Dégagez-les. Hein. Et quelques semaines plus tard, quel est le premier parti italien aujourd'hui? Cinque Stelle. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas simplement franco-français, cette affaire. Hein. Ah, c'est moi qui coupe tout. Voilà. Quatrièmement, je vais aller très vite parce que je l'ai mentionné, c'est la première fois dans une élection présidentielle que le pouvoir judiciaire, là aussi, c'est un point commun avec voilà, le Brésil, s'invite dans l'agenda politique. C'est invité d'ailleurs, pas simplement dans l'affaire Fillon, mais dans les affaires concernant le Front National et Mme Marine Le Pen. Bien. Et cela a fait que c'était une élection qui a eu beaucoup de mal à se fixer autour d'une thématique organisatrice. C'était le feuilleton judiciaire qui constituait, au fond, l'agenda de la campagne. Et aucun thème, ni la dette publique, ni les conditions de la croissance, ni les conditions de lutte contre le terrorisme, n'arrivait à fixer l'attention des électeurs. On passait sans arrêt, nouveauté, sur l'affaire Fillon, sur l'affaire Le Pen, etc. Vraiment, le pouvoir judiciaire était devenu véritablement l'acteur organisateur du tempo de la campagne électorale. Alors, là, on va en venir au sens. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? Est-ce que c'est simplement l'affrontement de personnalités avec leurs éminentes qualités et leurs profonds défauts? Ou est-ce qu'il y a derrière ces bouleversements politiques de nouvelles logiques sociales, économiques et culturelles? Si vous voulez, la gauche et la droite, ça n'est pas mort. Surtout en France, où nous avons inventé, à l'été 1789, ce clivage gauche-droite, qui a 2 siècles. Nous en sommes très fiers. C'est le produit d'exportation française qui a le mieux marché dans le monde. Mais enfin, même ce vieux clivage est un clivage qui, aujourd'hui, est en déclin. Bien sûr, une majorité de Français, si vous les interrogez, vous répondront, mais moi je suis de gauche, je suis de droite, par tradition familiale, par milieu socio-professionnel, par région où on habite. Dans le Limousin, on est plutôt rouge. En Vendée, on est plutôt bleu profond. Voilà, bon. Mais voilà, il y a des vieilles appartenances. Mais ce qui est très important, c'est que pour 2/3 des Français, dont beaucoup se disent de gauche ou de droite, ils vous disent aujourd'hui les notions de droite et de gauche n'ont plus de sens sur les grands enjeux de la vie politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une crise de sens du clivage gauche-droite.
Alors, la nature politique ayant horreur du vide, quel est le clivage qui vient non pas se substituer, mais qui vient brouiller énormément le clivage gauche-droite? C'est un clivage sur lequel moi je travaille depuis 20 ans, mais il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Pendant 20 ans, on m'a expliqué que je disais que des bêtises. Donc, voilà, je me taisais. C'est ce que j'ai appelé le clivage entre la société ouverte et la société... J'avais utilisé le terme de société fermée, mais il faut faire attention. Ouvert, c'est valorisant, fermé, c'est stigmatisant. Donc, voilà. La société du recentrage national. C'est-à-dire qu'on voit dans toutes nos sociétés de plus en plus, bien au-delà du clivage gauche-droite, sur des enjeux comme la globalisation, sur des enjeux comme la construction européenne pour nous, sur des enjeux comme l'environnement. Sur tous ces enjeux tout à fait contemporains, le clivage n'est plus un clivage gauche-droite. Le clivage est un clivage entre des milieux sociaux qui considèrent que l'on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre à l'ouverture, que cette ouverture soit économique, politique ou sociale et culturelle, c'est-à-dire des sociétés qui deviennent des sociétés cosmopolites, de fait. Et puis celles et ceux qui considèrent que non, maintenant nous avons beaucoup plus à perdre qu'à gagner à cette ouverture, et que l'heure est venue de revenir à un protectionnisme économique, politique, culturel, profond. Ce clivage est devenu le clivage dominant. Et il suffisait en France d'être attentif au référendum sur l'Europe. D'abord, les référendums sur l'Europe, en France, ça passionne. À chaque fois, nous avons eu des mobilisations électorales étonnantes. Et à chaque fois, la France se casse en deux. Alors, les gens qui pensent trop vite disent « Ah bah oui, c'est la gauche, la droite ». Pas du tout. Nous avons eu deux grands référendums. 1992, le référendum sur le traité de Maastricht, qui va mettre en scène l'euro. 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui était en fait l'ébauche d'une Europe vraiment politique, qui aurait un numéro de téléphone, comme dit Kissinger. Bon. Eh bien, à ces deux occasions, la France se divise en deux. Une fois le oui est majoritaire, et puis une fois le non est majoritaire. Quand vous regardez électoralement, ça n'est pas un oui de gauche contre un non de droite, ça n'est pas un oui de droite contre un non de gauche. Ça n'est jamais cela. C'est un oui qui est et de droite et de gauche, contre un non qui est un non et de droite et de gauche. C'est du macronisme avant l'heure. Hein? Voilà. C'est du macronisme avant l'heure. Et certainement que Emmanuel Macron, des jeunes observateurs moins engoncés dans des conservatismes intellectuels que d'autres, avaient bien perçu cette affaire. Et Macron l'entend tout de suite. En tant qu'observateur, je suis allé dans plusieurs meetings, parce que c'est mon métier, donc je vais dans tous les meetings. Pendant 2 mois, ma femme ne me voit pas. Je suis dans les meetings. Et je me souviens à Lyon être rentré dans un très grand meeting d'Emmanuel Macron. Et je me souviens de mon étonnement. Je suis rentré dans la salle et il y avait autant de drapeaux européens que de drapeaux français. Je n'avais jamais vu cela dans un meeting, même de candidats européens. Giscard était un candidat européen, Mitterrand était un candidat européen. Il ne faisait jamais de meeting avec des drapeaux européens. Là, il y en avait autant. Et je me suis dit, je me souviens à moi-même, je parle tout seul, je me suis dit, il est gonflé. Il est gonflé, quoi. Hein, aujourd'hui, en 2000, c'était au début de 2017, faire un meeting à Lyon avec autant de drapeaux européens que de drapeaux français, voilà. Mais en fait, je crois qu'une fois de plus, il osait. Il voulait envoyer symboliquement les signes à cet électorat qu'est l'électorat de la société ouverte. Il voulait lui envoyer des signes forts. Bien sûr, le drapeau national, mais aussi le drapeau européen. Donc, c'est l'élection. Si on veut donner un peu de sens, oui, c'est l'élection de ce nouveau clivage. Et Marine Le Pen, bien sûr, c'est la candidate du camp du recentrage national. Avec elle, c'est clair. Protectionnisme économique,
protectionnisme politique, on sort de la zone euro et éventuellement de l'Union européenne, un Frexit, et protectionnisme culturel. L'identité nationale et rien d'autre, quoi. Et une identité nationale durcie, ethnicisée. Voilà. Donc, c'est ça, si vous voulez. Si l'on veut donner du sens au-delà du jeu des personnalités, les personnalités sont très importantes, parce que la politique, c'est de l'incarnation aussi. C'est ce qu'a bien compris d'ailleurs Emmanuel Macron, et qu'il continue à comprendre. Il a un corps, on en parlera tout à l'heure, un corps beaucoup plus présent que François Hollande, que Nicolas Sarkozy, que même Jacques Chirac. Vous voyez, voilà. Vous savez, cette remarquable analyse de Kantorowicz sur les deux corps du roi, la réflexion sur les deux corps de l'autorité monarchique, où on distinguait, les juristes distinguaient en effet le corps réel du roi et le corps symbolique. Le problème, c'est que depuis 20 à 30 ans, beaucoup de présidents de la République ont cru qu'ils n'avaient qu'un corps réel et qu'il n'y avait plus de corps symbolique. Ou leur corps réel est tellement pauvre qu'il ne renvoie plus à un corps symbolique. C'est sans aucune agressivité, mais c'est un état de fait. C'est, si vous voulez, quand vous découvrez un président en short avec un t-shirt New York Police Department vous voyez, sur le perron de l'Élysée, ou quand vous découvrez un président de la République avec son casque de Vespa, voilà, voilà. Vous mettrez tout de suite des noms derrière. Là, il y a une désymbolisation extrêmement rapide, mais surtout, il y a chez ces hommes une forme de négation de ce côté bifide de l'autorité politique qui est d'un côté, oui, le corps réel, mais le corps réel, il est porteur d'un corps symbolique. Bon. Alors là, je ne sais pas si c'est ce qui se passera, c'est peut-être plus dur au Brésil, une trentaine de partis, des jeux extrêmement complexes, une proportionnelle qui entretient cette fragmentation partisane comme un petit feu permanent. Nous avons un régime différent, mais regardez, ça n'a pas empêché la déstructuration totale des anciens partis. Les grands partis qui ont organisé le grand dialogue gauche-droite, aujourd'hui, c'est 26% des Français. Un Français sur quatre. Voilà. Un Français sur quatre. Et on est passé d'une bipolarisation à ce que j'appelle, moi, une pentapolarisation. C'est-à-dire, il y a 5 forces aujourd'hui. Il y a La République En Marche au centre, il y a le Front National, les Républicains, le parti de la droite classique, le Parti Socialiste ou ce qu'il en reste, et la gauche protestataire de Mélenchon, la France Insoumise. C'est un paysage radicalement nouveau. Nous n'avions jamais connu ça. Jamais connu ça. Alors ensuite, ce qui serait beaucoup plus compliqué, imaginons qu'au Brésil, il y ait une recomposition politique, il faudrait trouver l'homme ou la femme, plutôt l'homme apparemment, susceptible de capitaliser cette demande d'innovation qu'il y a certainement dans la population brésilienne. Elle est là. Simplement, il faut la faire exister. Il ne suffit pas d'avoir une demande, c'est comme en économie, il faut avoir l'offre. Mais ensuite, même pour un président brésilien élu, voilà, il y a les législatives et qui n'obéissent pas aux mêmes règles juridiques et aux mêmes modes de scrutin, le jeu des partis, les coalitions, les marchandages, etc. Bon. Là, en France, c'est plus simple. C'est le même mode de scrutin. Et les Français considèrent, de toute façon, ils ont voté en juin, ils considèrent que la messe est dite. Voilà. Donc, les opposants ne se mobilisent que très peu. Il y a eu une abstention énorme. Et puis, ceux qui avaient voté pour Emmanuel Macron sont allés voter, non pas pour des députés. C'était extraordinaire. Les affiches, il y a 577 circonscriptions. Bon. 577 députés. Et dans les 577 circonscriptions, je me promenais beaucoup à l'époque, c'était toujours la même affiche. Vous aviez la tête du candidat, et puis derrière, énorme, Emmanuel Macron. Voilà, hein. Donc on ne votait pas pour Monsieur X ou Madame Y, on votait pour EM, Emmanuel Macron. Hein, voilà. Et ça a été le raz-de-marée, 313 députés sur 577. Alors, là je vous ai donné, on va aller très vite, mais
il faut faire attention. Maintenant, on va peut-être rentrer d'un peu dans les difficultés. C'est-à-dire que derrière ce nouveau clivage politique, il y a des clivages sociaux qui sont derrière et qui durcissent la nouvelle opposition entre cette société ouverte et cette société fermée. Là, vous voyez, c'est une question très simple. On demande aux gens comment vous vous en sortez avec les revenus de votre ménage, de la famille, quoi. Hein? Très difficilement, facilement. Regardez, chez les Français qui disent « on s'en sort très difficilement », c'est dur, les gens qui sont en bas de la pyramide sociale. Marine Le Pen, elle ne fait pas 21, elle fait 42% en bas. Dans la même population, Macron fait 13%. Chez ceux qui disent « je m'en sors facilement », c'est-à-dire le haut de la pyramide, Macron fait 32%, c'est-à-dire nettement plus, 8 points de plus que sa moyenne nationale. Marine Le Pen fait 13%. Donc on voit bien qu'il y a, oui, deux France qui se mettent en place. Clivage politique, nouveau, clivage social, clivage territorial. Vous avez une carte là qui est très simple. En bleu, Marine, c'est Marine Le Pen, voilà. C'est là où elle arrive en tête, au premier tour. En rose, c'est là où Macron arrive en tête. Le reste, vous voyez, c'est les vieux partis. Regardez, il ne leur reste plus rien, quoi. Hein, il ne leur reste plus rien. Hein, voilà, fini. Il y a un petit effet Fillon dans son fief électoral, la Sarthe, il vient de l'ouest de la France. Bon, là, il est encore chez lui. Voilà. C'est l'effet, vous savez ce que les Américains appellent l'effet Friends and Neighbors. Hein, voilà. Bon, voilà. Mais bon, voilà, à part l'effet Friends and Neighbors, il ne reste plus grand-chose, quoi. Hein. Et là, c'est deux France, mais c'est deux France très intéressantes, qu'on voit de plus en plus, politiquement, culturellement, démographiquement. C'est une France de la façade occidentale qui est une France en pleine dynamique sociale et démographique. Tous les recensements de l'INSEE, qui est notre Institut national de la statistique, montrent que là, il y a tous les pôles urbains qui connaissent de gros développements, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Et puis, vous avez la grande façade orientale qui, elle, est tout à fait différente, avec tous ces grands pôles urbains de la vieille industrialisation française en crise. L'île Roubaix-Tourcoing au nord, le bassin sidérurgique lorrain, Saint-Étienne. Ouais. Donc, vous voyez, il y a aussi deux territoires. Bon, ça, c'est le débat de l'entre-deux tours qui a été... Vous savez, d'habitude, les débats, ça ne change rien. Mais ça montre aussi que ça bouge, vous voyez. D'habitude, ça ne change rien. Vous prêchez auprès de vos convaincus. Vous rassemblez votre camp, et puis l'autre rassemble son camp. Voilà. Là, ça a incroyablement bougé. C'est-à-dire que Marine Le Pen, qui était aux alentours de 40% d'intention de vote, elle va se retrouver à 34%. Pourquoi ? Parce qu'elle va faire la preuve que c'est très difficile en 15 jours de passer du stade d'un candidat de la protestation à un candidat de gouvernement. Le second tour, ce que les Français demandent, c'est un homme, une femme capable de gouverner et non pas simplement de protester. Voilà. Ça, c'est le second tour. Et les reports de voix, voilà. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que là où il y a le plus d'abstention au second tour, c'est dans l'électorat de la gauche de la gauche. C'est-à-dire que là, vous voyez, chez Mélenchon, il y a une difficulté à voter pour un candidat de la société ouverte. On ne va pas voter, quoique, 19% des électeurs de Mélenchon, vous imaginez, là on est dans la gauche de la gauche, hein, 19% des électeurs de Mélenchon qui vont voter pour Marine Le Pen. Hein, vous ajoutez ça aux abstentionnistes, vous voyez, ça prouve que, voilà, les forces du recentrage national, elles sont à l'œuvre au Front National, mais elles sont aussi à l'œuvre du côté de la France insoumise. Et la carte du second tour est intéressante. En jaune, c'est là où Macron fait 50% au plus. En gris, les deux
seule terre, où Marine Le Pen arrive à casser ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire là où la protestation lepéniste montre qu'elle peut devenir majoritaire. Plus de 50%. C'est deux départements très intéressants de la vieille France industrielle. C'est le Pas-de-Calais, en haut, et un peu plus bas, l'Aisne. Mais politiquement aussi, c'est passionnant. Ce sont deux départements de gauche. En 1981, l'ensemble des députés, il n'y avait pas une exception lorsque la gauche arrive au pouvoir, l'ensemble des députés du Pas-de-Calais et de l'Aisne étaient de gauche. Communistes, socialistes, et il y avait un radical de gauche. Bon, derrière, bien sûr, il y a des logiques sociales, ce sont de vieilles terres ouvrières. Et il y a une classe ouvrière qui, aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas au rendez-vous de la gauche. C'est qu'elle est de plus en plus au rendez-vous du nationalisme et du populisme. En France, comme ailleurs. J'étais il y a quelques jours en Autriche, mes collègues autrichiens me disaient qu'en Autriche, c'est exactement la même chose. C'est la ceinture rouge, l'ancienne ceinture socialiste de Vienne, qui aujourd'hui est en train de craquer complètement, et se rallie aux nationaux populistes autrichiens. Bien sûr, il y a ensuite la variable de l'immigration. Là, vous avez une carte de la population étrangère. Donc, je ne prends pas en compte les Français d'origine maghrébine ou turque. De la population étrangère maghrébine et turque, vous voyez que ça a quelque chose à voir avec les zones d'implantation de Marine Le Pen. C'est là où la figure de l'immigré est présente dans la vie quotidienne que le discours de cristallisation contre l'immigration prend mieux qu'ailleurs. Vous voyez que dans le Grand Ouest, certes, il y a une population immigrée, mais elle est beaucoup plus marginale. Donc, il y a aussi cette dimension qu'il ne faut pas... Là, vous avez une carte de la dynamique, elle est un peu compliquée, mais vous avez toutes les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, qui sont Tours, vous voyez, toutes les grandes villes qui sont des villes de la croissance, et en bleu, vous avez toutes les villes qui sont en érosion démographique. Et vous voyez qu'il y a bien cette coupure ouest-est. Une France qui va bien et une France qui va mal. Et quand la France va mal, c'est ce que je dis moi depuis 30 ans, le Front National va bien. Voilà. Et quand la France va bien, on pourrait ajouter maintenant la République en marche va bien. Voilà. Alors il faut qu'elle aille bien. Bon. Ça, c'est les... Alors maintenant, pour conclure, venons-en à ce qui s'est passé, à la fois au plan intérieur et extérieur, même si les Français sont comme les Brésiliens, les Américains ou les Autrichiens, quand ils votent avant tout avec des enjeux internes. Les enjeux externes restent tout de même. Mais il est en train de se passer dans la psychologie collective des Français un phénomène intéressant au plan international, c'est-à-dire que les Français qui s'étaient mis à détester la France se mettent à réaimer leur pays au travers de l'image qu'Emmanuel Macron donne du pays à l'étranger. Là, il y a un processus extrêmement intéressant, parce que les Français s'enfonçaient peu à peu, ce qui est leur péché mignon, dans une détestation d'eux-mêmes extrêmement forte. Vous savez, nous sommes un peuple là aussi paradoxal, c'est-à-dire on a une très haute idée de nous, mais aussi une très basse idée de notre collectivité. Les deux vont ensemble. Alors, au plan interne, jamais la France n'avait connu en un an un train aussi accéléré de réformes. Tous azimuts. Ça commence à peine élu, bien sûr. La campagne avait été marquée par les affaires, une loi sur la moralisation de la vie politique. Ça se poursuit ensuite par une réforme d'un tabou qui avait échoué sous la gauche, la réforme du Code du travail. Ce qui n'était pas passé avec François Hollande passe avec Emmanuel Macron. En septembre, certes, il y a des manifestations, il y a des oppositions, etc. Mais la réforme passe. En même temps, c'est le cas de le dire, des réformes fiscales tous azimuts, dont certaines, là aussi, sont marquées par cette méthodologie macronienne, c'est-à-dire on ose s'attaquer maintenant à des tabous.
la hausse de la CSG, la baisse des cotisations sociales, la réforme de la taxe d'habitation et la fin de l'impôt sur les grandes fortunes. Vous vous rendez compte? Dans ce pays dont Tocqueville a décrit la tripe égalitaire et égalitariste, on supprime, sauf sur la fortune immobilière, on supprime l'impôt sur les grandes fortunes. Bon, ça passe. Ça passe. Réforme bien modeste, qui crée un peu d'agitation, réforme de l'orientation à l'entrée de l'université. Des réformes constitutionnelles, sur le mode de scrutin, sur le nombre de parlementaires qui va être réduit drastiquement, sur le cumul des mandats dans le temps. Bon. Réforme de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, de l'apprentissage, pour essayer d'adapter enfin le système de formation française aux demandes de l'économie et de ne pas transformer les professeurs d'université comme moi, qui ont souvent l'impression d'être avant tout des gens qui forment des chômeurs, et des chômeurs frustrés en plus, parce que bien sûr, ils auront des niveaux de qualification qui ne seront pas en harmonie avec les emplois qu'ils pourront occuper. Hein. Alors à Sciences Po, on forme peu de chômeurs, mais j'ai été professeur à l'université de Grenoble, à l'université de Tours, j'avais vraiment l'impression de former de temps en temps des chômeurs. Voilà. Et c'est une impression détestable. Et puis, là aussi, on s'attaque à un bijou de famille, la SNCF. Le président a décidé de réformer le statut de la SNCF. Alors vous voyez qu'en ce moment, ça, voilà, des grèves sur le long terme, des manifestations, etc. Mais quand vous regardez la mobilisation fléchit et le soutien d'opinion augmente à la réforme. Je suis parti il y a une petite semaine, c'était 60% de Français qui disaient « nous soutenons la réforme portée par Emmanuel Macron du statut de la SNCF ». 60%. Il faut faire attention aujourd'hui, parce que les grèves sont aussi des grèves d'opinion. Quand il y a une grève sur le terrain et aussi une grève d'opinion, ah là, c'est compliqué. Quand il y a des mouvements sociaux, mais que l'opinion, ce que Michel Rocard appelait la démocratie d'opinion, que la démocratie d'opinion soutient le gouvernement, là, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin que la CGT, des deux principaux syndicats français, avait décidé de consulter les salariés de la SNCF sur la continuation du mouvement. Mais on change un tout petit peu de genre. Il faudra voir comment est organisée cette consultation, etc. Et souvent, quand on consulte, vous voyez, à Sciences Po, par exemple, nous avons eu un blocage étudiant, on a décidé de consulter les étudiants. C'est facile maintenant, par le web. Voilà, 82% des étudiants étaient pour que les cours continuent. Donc ça met en exergue, ça fait voir le caractère de minorité de blocage de la trentaine d'étudiants qui avaient bloqué Sciences Po Paris. Et là, la lutte, comme ils disent, est plus difficile à tenir. Parce que c'est une lutte qui est représentative de quoi? De quoi? Alors, dans le terme des relations internationales, si vous voulez, avec des succès et des échecs, ce jeune président qui n'avait pas d'expérience sur le terrain des relations internationales a très vite appris le métier. Au fond, sur un créneau que certains observateurs appellent un classicisme agile, que d'autres appellent un multilatéralisme actif, et même activiste, avec quelques mesures que vous avez tous, dont vous avez tous le souvenir, à peine élu, la réception, en effet, du président Poutine à Versailles. Le sens des symboles, là, est très présent. On le reçoit à Versailles comme un tsar. Une invitation qui cherche à sortir de la période, en effet, de froid et qui marque la volonté de renouer un dialogue direct avec la Russie. L'invitation, quelques semaines plus tard, du président Trump, le 14 juillet, là aussi, le sens des symboles est là, et la volonté, tout en disant des vérités au président Trump,
Ça a continué dans le discours qu'il a fait au Congrès. Certes, on s'embrasse. Certes, c'est du cher Donald, cher Emmanuel. Mais les choses sont dites. Les choses sont dites dans les conférences de presse, les choses sont dites dans le discours. Le discours du président Macron au Congrès est un discours qui, par moments, est un discours anti-Trump. Et il arrive à se faire applaudir. C'est le en même temps macronien, toujours. La défense, bien sûr, des accords de Paris sur le climat et ce petit tweet en direction de son ami Donald Trump, « Make our planet great again ». Vous voyez, voilà. Amicalement, je te dis ce que tu n'as pas envie d'entendre. Voilà. La relance de la dynamique européenne dès le 13 juillet, autour, bien sûr, de l'axe franco-allemand. La tâche est lourde et difficile, surtout que la chancelière allemande a eu énormément de mal à sortir des dernières élections et à trouver un mode de coalition à la fois stable et convaincante. Mais le jeune président français continue à pratiquer l'audace, parce que le diagnostic est de dire si l'euroscepticisme et même l'europhobie montent dans tous les pays de l'Union européenne, c'est aussi parce que l'Europe est devenue une affaire technocratique. Elle n'est plus porteuse d'aucun projet. L'Europe, pour des générations comme la mienne, ou celle de mes parents, c'était deux choses. C'était la paix et la croissance. Aujourd'hui, l'Europe, c'est de moins en moins la croissance, et ça n'est plus toujours la paix. Les conflits se sont réinvités aux marges de l'Union européenne. Conflit dans l'ex-Yougoslavie, conflit en Ukraine. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un projet européen aujourd'hui? Et le président Macron, et c'était déjà très sensible quand il était candidat, a fait maintenant 4 grands discours sur l'Union européenne qui sont des discours de projet. Il tente de retransformer l'Europe en rêve. Alors, comme toujours, dans les rêves, il y a des éléments qu'on retient, et puis il y a des éléments qu'on est obligé d'oublier. Il sera certainement obligé d'oublier certains éléments du rêve autour duquel il s'efforce de mobiliser, et il s'efforce de mobiliser bien au-delà de la France. Dans le cadre de la préparation des prochaines élections européennes qui vont avoir lieu l'année prochaine, il se pose la question un peu folle de faire apparaître des listes macronistes en dehors de la France. Hein? Quelle audace! Quelle audace! Je lui souhaite bon courage. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Il sera peut-être obligé d'en rabattre. Hein? Mais je le vois dans ces forces de la société ouverte, le fait de retransformer l'Union européenne en projet à redonner, à remobiliser. Et à mon avis, peut-être un des moyens de freiner dans un premier temps et d'inverser dans un second temps la montée irrésistible de l'euroscepticisme et de l'europhobie, qui devient préoccupante. Hein. Même les pays, vous savez, nous avons à Bruxelles ce qu'on appelle l'eurobaromètre, c'est-à-dire un institut de sondage qui mesure 2 fois par an les attitudes par rapport à l'Europe dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et dans les pays qui voudraient entrer dans l'Union européenne. J'ai regardé ça récemment pour un article sur 20 ans, c'est très préoccupant. Parce qu'il y a toujours eu des pays eurosceptiques. Bien sûr, la Grande-Bretagne, d'ailleurs, ce qui se passe montre qu'il y avait peut-être une erreur en faisant rentrer la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Le général de Gaulle se réveille. Bien. Parce que lui avait toujours expliqué que c'était une idée étrange de faire rentrer la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Bien. Mais, voilà, il y avait des pays qui étaient le noyau dur de l'europhilie. L'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. Partout, dans tous ces pays, l'europhobie monte. Partout. France, Italie, regardez les dernières élections, Pays-Bas. Un des seuls pays qui reste europhile, mais enfin ça,
je respecte beaucoup le Luxembourg, c'est le Luxembourg. Voilà, enfin le Luxembourg, c'est une force importante, mais pas tout à fait essentielle pour relancer la dynamique européenne. Voilà. Mais c'est là où ça résiste. On va de plus en plus difficile, et même quasi impossible, la tentative du président Macron de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, la médiation, c'était il y a quelques jours, j'avais dit qu'elle était difficile, maintenant on pourrait dire médiation impossible. Et la participation aux frappes françaises en Syrie à partir du moment où la France considère qu'il y a eu utilisation de l'arme chimique. Mais en même temps, il faut être très sensible à ce que le président français a dit dans une de ses prises de parole, c'est-à-dire que la destitution du président Assad ne doit pas être un préalable à tout. Donc, là aussi, une évolution par rapport aux positions précédentes que l'Hexagone adoptait sur le conflit syrien. Donc vous voyez tout de même des changements. C'est-à-dire que la révolution, puisque c'était le terme, vous savez, il a écrit un livre, qui est un livre manifeste pendant la campagne électorale. Ça avait choqué tout le monde. Il l'avait appelé Révolution. Il faut oser, vous voyez. Il faut oser. Mais c'est un homme qui ose. Et il ose parce qu'il incarne l'audace. Et là, si vous voulez, la politique partout se privatise. Quand il y a des grandes crises des référents idéologiques, c'est inévitable, la politique se privatise. Et si vous voulez, le président Macron et son épouse, il faut réfléchir à cette affaire. Les Français aiment bien ce success story. Nous avons tous été très amoureux de nos professeurs, du sexe opposé, de français, de théâtre, de mathématiques. Moi, c'était d'allemand. J'étais fou amoureux de ma professeure d'allemand. La seule différence, c'est que moi, je ne suis pas passé à l'acte. Je n'ai pas osé. Ce tout jeune homme ose. Il lui déclare son amour. C'est une femme mariée avec 2 enfants, de la bourgeoisie de cette paisible ville du nord de la France, d'Amiens. Elle l'éloigne, va faire tes études à Paris. Il revient et lui dit « Je t'épouserai. Tu divorceras et je t'épouserai. » Il revient, elle divorce et il l'épouse. Je veux dire, vous voyez, ce n'est pas de l'anecdote. Ce n'est pas de l'anecdote. C'est un homme qui, en effet, est porteur de manière crédible aux yeux de l'opinion de sa capacité à faire tomber des tabous, à transgresser, à oser. Alors je dis ça toujours à mes étudiants, ça les frappe. Quelque chose d'évident. Quelque chose après de beaucoup moins évident et qui ne se sait pas beaucoup. Quelque chose d'évident. Emmanuel Macron est le plus jeune président de la République française, à 1 an près. C'était Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait 40 ans quand il est élu. Vous voyez ? Mais Emmanuel Macron, 39. Donc ça, c'est vrai. À 1 an près, il bat le prince-président. Brigitte Macron, c'est la femme, la première dame, la plus âgée à l'entrée en fonction. Elle est plus âgée. Alors, les gens me disent, c'est pas vrai, vérifiez. Je leur dis, allez-y. C'est la plus âgée par rapport à Madame de Gaulle, qui n'était pas de première jeunesse, par rapport à Madame Pompidou, par rapport à Madame Giscard d'Estaing, à Madame Mitterrand, à Madame Chirac, Bernadette, à Madame Sarkozy, il y en a eu plusieurs, et à Madame Hollande, il n'y en a jamais eu. Bon, voilà. Donc, vous voyez, mais dans ce petit parallèle, il y a toute une... Il faut l'interpréter là aussi. Il y a une capacité à incarner l'audace et la transgression. Ce dont, à mon avis, la France avait bien besoin. Alors, finissons 1 an après, où en est-on? Là, vous avez la popularité de tous les présidents 1 an après leur élection.
Alors qu'il était beau d'être président au début de la Ve République, jusqu'à François Mitterrand. Parce qu'on était autant, sinon plus populaire un an après. On a l'impression, vous voyez, de parler d'un monde d'il y a 3000 ans ou 4000 ans. Vous voyez, bon, hein, pas du tout. C'était dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à ce que la crise économique s'installe. Hein? Et regardez comment, avec Jacques Chirac, ça commence à se dégrader, du moins pour son premier mandat. Avec Nicolas Sarkozy, c'est la fin du honeymoon effect, comme disent les politologues américains. Il n'y a plus de lune de miel, c'est comme dans les couples. La lune de miel est extrêmement brève. Hein. Là, la lune de miel, ça dure, voilà. Vous êtes élu, un mois après, terminé. Hein. Et François Hollande, alors là, c'est la descente aux enfers. Hein. La descente aux enfers dont on ne se remet pas. Hein. Quand vous perdez en un an 32 points, vous avez beaucoup de mal à vous en remettre. Et son auto-élimination, c'est la conséquence de cela. Hein. Voilà Macron. Alors Macron, c'est du en même temps, c'est à la fois de l'ancien et du nouveau. De l'ancien, pendant l'été, il perd 20 points. Vous voyez, de mai à septembre, il passe de 66% à 46%. Il commence un train de réformes énorme. La transgression paye. Il tient et même il progresse de temps en temps. Alors que tout le monde, les observateurs les plus lénifiants, vous diraient, mais oh là là, il va toucher au code du travail, à la SNCF, à l'université, il va perdre. Pas du tout, pas du tout. Il tient et même il progresse. Alors, j'atténue puis j'atténuerai dans le débat. Ce qui fait la force d'Emmanuel Macron, c'est aussi l'incroyable faiblesse de ses adversaires. Mais ça, c'est toujours dans tous les domaines. À l'université, vous pouvez être un professeur très brillant parce que vos collègues sont tellement nuls que voilà, hein, ou dans la diplomatie, ou dans la politique, voilà. Vous êtes servi par le fait qu'il n'y a pas de concurrence, ou une concurrence faible. Hein. Bon, et là, on vous trouve génial, même s'il n'y a pas de raison objective de vous trouver forcément génial. Mais voilà. Alors là, on a testé, c'est dans l'enquête que je viens de faire là, avec le journal Le Monde, j'ai eu l'idée de poser la question, mais au fond, aujourd'hui, c'était le 3 mai, aujourd'hui, est-ce que les 4 opposants, puisqu'il y avait 5 forces, hein, les 4 opposants feraient mieux? C'est un désastre. Jean-Luc Mélenchon, 14% de Français pensent qu'il ferait mieux. Marine Le Pen, 14%. Laurent Wauquiez, le nouveau patron de la droite, 8%. C'est terrible pour lui. Hein. Terrible. Olivier Faure, le nouveau patron du Parti socialiste, en effet, il est à 4,0 maintenant. Ça n'est plus à 6,0. Hein. Et regardez, en rouge foncé, il ferait moins bien, ou elle ferait moins bien. C'est une majorité absolue dans les 3/4 des cas. Donc, voilà. Vous pouvez être brillant, mais voilà, vos adversaires vous aident énormément. Quoi. Hein, énormément. Hein. Et dernier point, j'insistais tout à l'heure sur tout de même une maladie française qui est ce pessimisme franco-français. J'avais fait il y a quelques années dans le débat, Marcel Gauchet m'avait demandé de faire... Il me dit, mais comment ça s'explique? Donc j'avais tenté de réfléchir aux raisons historiques, culturelles, de narcissisme blessé aussi, qui explique notre pessimisme. Quand Narcisse est blessé, en effet, voilà, il y a des raisons d'être pessimiste. Bon. Et ce qui est intéressant, il faudra voir si ça se confirme, c'est qu'un an après, le paysage de ce pessimisme franco-français semble commencer à bouger. On a posé la question, comment vous percevez aujourd'hui, donc c'était au début du mois de mai, la France dans 4 ans, la fin du mandat, du premier mandat, parce que vous avez vu, Emmanuel Macron dit maintenant dans 9 ans. Donc ça veut dire qu'il se voit là pour un second mandat. Hein, ça lui a échappé la dernière fois. Non, le mandat n'est pas de 10 ans, c'est bien un mandat de 5 ans. Et
comment vous percevez la France? Est-ce que la France sera dans une situation inchangée, 32%, dans une moins bonne situation, 29%? Vous voyez, ça n'est plus 50% français qui vous disent « Ah, ça va être de pire en pire, c'est foutu. » hein. Et 39%, une meilleure situation. 39%, vous voyez, c'est beaucoup plus que les 24% des macroniens fidèles du premier tour. Ça veut dire qu'à partir de son espace central, il commence à conquérir à gauche et beaucoup à droite. Parce qu'il a cassé l'électorat de gauche lors de la présidentielle et maintenant, il casse l'électorat de droite. Hein, par des réformes, en effet, qui parlent à la droite. Donc voilà, si vous voulez, un peu la manière dont on peut à la fois tenter d'interpréter l'événement, que moi j'ai appelé dans un livre le vote disruptif. Hein, il y a une disruption politique majeure qui va peut-être exister dans d'autres pays, qui a existé dans d'autres pays. On ne s'y intéresse pas parce que, hélas, c'est un trop petit pays, mais regardez l'élection présidentielle en Autriche. C'était avant la France. En Autriche. Alors, bien sûr, le président autrichien, c'est un président de régime parlementaire. Il n'a pas le pouvoir d'un président brésilien, américain ou français. Bon. Mais enfin, il est élu par le peuple. L'Autriche, c'est une partitocratie comme on en connaissait peu en Europe. Deux grands partis, le Parti conservateur et le Parti socialiste, qui se répartissaient le pouvoir du haut en bas de la société. C'est un système, vous savez comme on dit en sciences politiques, pilarisé, extrêmement solide. Si solide d'ailleurs que de temps en temps, ils se mettaient, comme en Allemagne, ensemble pour gérer l'Autriche. La élection présidentielle, ils sont les représentants socialistes et représentants conservateurs sont écrasés. Écrasés. Même pas au second tour. Ni l'un ni l'autre. On aurait dû écouter un peu ce qui se passait en Autriche. Et on a au second tour un Marine Le Pen masculin, M. Norbert Hofer, hein, très énergique, et un collègue de l'Université de Vienne, qui est l'actuel président, Alexander von der Bellen, qui est un centro-écologiste modéré. Oui. Qu'on présentait comme un universitaire un peu égaré en politique. Un homme extrêmement sympathique. Eh bien, c'est lui qui est président de la République. Et le second tour a été un second tour, au fond, à la française. Van der Bellen, il a des caractéristiques, sauf l'âge, un peu de Macron. Vous voyez, c'est un objet politique non identifié, quoi. Hein, voilà, un OPNI. Hein. Eh bien, en Autriche, ça s'est passé. En France, ça s'est passé. Alors voilà, est-ce que ça se passera au Brésil? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de répondre. Merci beaucoup. Très bien.